Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. C'est rendu le Caucus Watch, ce segment-là, n'est-ce pas? Caucus Watch. On fait un retour. Là, c'est la fin après. C'est terminé. C'est là. terminé. Bon, là. Qu'est-ce qui en ressort finalement de nouveau, Stéphanie Le Touga? mot d'ordre, c'est que ça s'est bien passé. C'était une longue rencontre. Écoute, c'était 8 heures de caucus, de 8h30 à 17h. Pas de pause de lunch parce que ça s'est passé aux parlementaires. Donc... Pas de pause de lunch? Non. Genre, il y a quelqu'un qui vient avec des petites sandwichs? Ben c'est ça, ça s'est passé aux parlementaires, qui est le restaurant de l'Assemblée nationale. OK, c'est ça. Qui étaient tous là, mais pareil, tu sais, je veux Pas de dire... pause, ça veut dire ils mangent en jasant. Ils mangent en travaillant, exactement. Il n'y a pas un moment où est-ce que tu vas fumer une cigarette dehors. Non, ben j'imagine que tu peux, là. Mais donc, le mot d'ordre, c'est que ça s'est bien passé. Le premier ministre était en mode je vous ai entendu, puis on va aller se battre. Il est sorti de la rencontre en disant j'ai une belle famille politique, j'ai des super collègues, je sors d'ici galvanisé. J'ai l'impression que l'idée qu'on s'était faite, c'est que tout le monde allait prendre, disons, le crachoir pour faire valoir, tu sais, que ça se passe mal sur le terrain. C'est doléances ou c'est... Exact. Ouais. Mais je pense que le premier ministre a comme un peu anticipé, là. Il a mis le pied en avant en disant, ben oui, OK, je vais vous entendre, mais laissez-moi vous parler d'abord et vous dire mea culpa. On prend acte, on comprend, les Québécois sont déçus. Et on me dit que ça s'est bien passé, mieux passé même que ce qu'on anticipait, ce 8 heures-là de rencontre. Il y a même quelqu'un qui m'a dit à la blague par texto plus tôt aujourd'hui, avoir su, on aurait toujours fait des caucus de 8 heures, avoir su que les gens ils sortiraient dans le mode cheerleader comme ça. Mais donc... le contexte est particulier aussi, là, je veux dire. Puis je pense que chacun avait un choix, puis peut-être que la plupart ont fait le bon. Puis, là, moi, je pense que le premier ministre il a dû envoyer ce message-là à sa députation, c'est-à-dire là, on n'a plus le droit à l'erreur. Puis là, le petit mémérage dans le journal, il faut que ça arrête. Puis on va être discipliné. Puis je nous fais entendre un extrait de la ministre Chantal Rouleau qui a publié ça de manière semi-ironique, j'ai l'impression, sur Instagram. On écoute. Vous avez juste continué de travailler. C'est ça qui va changer? C'est quoi? On continue à travailler pour les Québécois. On travaille pour les Québécois. Très, très fort pour les Québécois. C'est juste ça. Elle a juste publié ça, une déclaration qu'elle a dit 3 fois. Oui, on travaille fort pour les Québécois, on travaille fort pour les Québécois. Puis là, on lui redemande, mais qu'est-ce qui va changer? On travaille fort pour les Québécois. Donc, j'ai l'impression là, que le mot d'ordre y a passé. C'est un peu bizarre de mettre ça sur Instagram. J'ai pas trop compris pourquoi elle a publié ça. Je sais pas. Ça me rend juste mal à l'aise, on dirait. Il y a une mode là, d'Instagram avec les députés de la CAQ, avec Mme Guilbeault là, qui a fait aussi, mais quel moment quand même Instagram malaisant. où, un selfie où elle marche, là? Oui, exact. Un selfie où elle marche. On essaie de connecter avec la nouvelle génération. Je comprends. En tout cas, on travaille fort pour les Québécois. On travaille fort pour les Québécois. Fait que je pense que c'est ça. Le mot d'ordre, c'est beau, on se retrousse les manches, mais aussi discipline. Depuis 2-3 ans, les caquistes sont peut-être un peu moins disciplinés dans le deuxième mandat qu'on a pu voir, contrairement au premier mandat où tout le monde, là, ça marchait droit derrière le premier ministre. Le matin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la journée a été séparée en 2. En avant-midi, on a parlé de 3 sujets majeurs. Le premier, l'immigration. Donc, on peut s'attendre à ce que ces 3 sujets-là dont je vais vous parler, ce soient certaines priorités de fin de mandat. Le premier, l'immigration. Il y a des actions qui vont être prises par le gouvernement, notamment en ce qui a trait les services offerts aux demandeurs d'asile qui arrivent de façon importante et avec peu de contrôle, me dit-on, leurs mots. Et donc, il faut revoir le panier de services qu'on offre aux demandeurs d'asile parce que ça coûte très cher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, essentiellement? C'est que s'il y a des gens qui débarquent ici de manière un peu impromptue, ils quittent leur pays dans des conditions atroces, puis arrivent avec leur famille avec très peu de choses sous le bras, bien, on les prend en charge. Puis ça coûte très cher. Il y a une facture qui est envoyée vers Ottawa. Et donc, on veut s'attaquer à ça. On veut mieux faire. Ensuite, l'efficacité de l'État. Ça, Francis, ça doit te tenter comme sujet. On nous dit... Trop peu, trop tard, mais go, là. On nous dit que la machine, elle est trop lourde, qu'on se bute souvent à une machine qui... Quand je dis machine, c'est les fonctionnaires ou du moins l'appareil administratif qui serait pas si bien huilé, là, qui serait pas si efficace à répondre aussi. C'était ce qu'on disait en 2018 aussi. Ouais, c'est ça. Je veux pas faire de la peine à personne, mais on en a rajouté 10 000 grains de sable dans l'engrenage. Mais la CAQ semble vouloir donc reconnecter avec cet engagement-là de 2018. Et je dirais même,
cet engagement-là a des kisses de 2011, 2010, ben ouais, 2008 de Mario Dumont. Fait que ça commence à dater, à voir qu'est-ce qu'ils vont réellement pouvoir faire. Au-delà de dire, il y a trop d'employés, OK, mais une fois que ça s'est dit, là, une fois qu'on soit d'accord ou pas, une fois que ça s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer l'efficacité de l'État, pour la rendre plus efficace, la rendre moins lourde, la rendre, faire tourner le paquebot, puis de sentir que des ministres, moi, ça m'est arrivé quand j'ai travaillé en cabinet ministériel, de parler avec des hauts fonctionnaires, puis de sentir par moment que leur point de vue, c'était essentiellement, vous êtes des gouvernements, vous êtes là pour passer, nous, on est là pour rester. C'est nous la mémoire grise. Et donc, ce que vous nous amenez, oui, là, mais ça se peut qu'on... Des fois, on vous aide vite, puis des fois, on vous aide peut-être un peu moins vite. Mais donc, il y a cette volonté-là. Et finalement, le troisième thème, les syndicats. Remettre le travailleur au centre des priorités. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, ce à quoi je le rattache, c'est le projet de loi que Jean Boulet a déposé. 89, il y a de ça. C'est ça? Je pense que c'est PL 89, oui. Ouais. Le projet de loi 89, donc vraiment sur le droit de grève, essayer d'aller plus loin sur les services essentiels et d'autres services dans la fonction publique en ce qui a trait à l'encadrement du droit de grève et de forcer des négociations, d'avoir un arbitre, ce genre de mesures-là. Fait que c'est les trois sujets qui sont revenus. Et l'après-midi, c'était le temps qu'on jase. Puis ça a l'air que le premier ministre a parlé puis que les députés ils ont moins jasé que ce qu'on aurait anticipé. Il a genre monologué pendant 4 heures? Je penserais pas. Mais j'étais pas là. Ils m'ont pas invité. Non, il y avait personne d'autre dans la pièce. Mais on me dit que le premier ministre était lucide, il était plutôt dans l'humilité, dans l'écoute, que les députés auraient même pas eu besoin de prendre le crachoir, que les députés se disent aussi au premier ministre qu'ils se sont fait brasser sur le terrain, que le premier ministre n'a pas aimé ça puis qu'il prend acte. À voir qu'est-ce que ça veut dire, ça. Parce que là, ça fait comme 2 ans là, qu'ils sont dans l'eau chaude, 18 mois, 2 ans, qu'ils sont dans une posture vraiment, vraiment difficile. Depuis Jean Talon, j'ai envie de dire, ça va très mal. Est-ce que vraiment, là, en 14 mois, le gouvernement peut changer de direction? Je pense que oui. Mais tu sais, Jean Talon, en fait, depuis Jean Talon, ça va mal. Je veux dire, depuis... C'est pas parce qu'ils perdent des sièges dans des partiels que ça va mal. Là. Mais non, évidemment. C'est comme ça, c'est le... C'est ça, c'est la résultante. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais mettons dans l'imaginaire collectif, là, je pense que l'élection partielle de Jean Talon, elle est puissante. Puis un peu comme l'élection partielle de Geneviève Guilbeault dans Louis Hébert, dans le bon vieux temps caquiste, quand l'espèce de vague caquiste est partie, je le ramène à ça. Bon. Sinon, changeons de palier. Changeons de palier. Ouais. Pierre Poilièvre, lundi, fera face à la musique. Moi, pas vraiment. Petite musique. C'est intéressant, oui, c'est ça, de la petite musique. Donc, élection partielle. Donc, ce que je veux dire, on veut pas entraver à la démocratie, mais si la tendance se maintient, il devrait battre Stéphanie les de Rome 200. a parlé, mesdames et messieurs. Il devrait faire face à deux... il devrait être victorieux face à 214 candidats. Mais ils ont changé les règles, il faut écrire son nom. C'est ça. Ouais. Les gens, ils vont écrire Pierre Poilièvre. Oui, moi aussi, je pense que oui. Mais 214 candidats, c'est un record. Je suis retournée voir les résultats des dernières élections générales. Le Parti conservateur, bon an, mal an, là, gagne à plus de 80 %. C'est ça, exact. Fait que là, ça pourrait être... Même s'il y a les gens qui se brandissaient contre Pierre Poilièvre, ça serait 63. Écoute, tu sais, je suis allée voir le site 338, Canada 338, puis la projection, c'est 73 % plus ou moins 8. Là. Fait que, bon, on peut s'attendre à un score assez similaire que les élections générales. Fait que Pierre Poilièvre, essentiellement, il attend lundi impatiemment. On le sent, là, dans les derniers jours, il a recommencé à être dans l'espace public. Il a été, je dirais même, hyper actif. Les conservateurs ont parlé d'un paquet d'affaires. Je vais vous parler d'une couple de sujets dont ils ont parlé. D'une part, vous en avez parlé, Fred et toi, hier, mais l'enjeu du pétrole et de la voiture à essence. Pierre Poilièvre a vraiment tablé le clou en disant que avec la politique du gouvernement libéral fédéral de vouloir abolir, en fait, la possibilité d'acheter des véhicules à l'essence à partir de 2035, je pense que Pierre Poilièvre se reconnecte avec sa base. Là. Il se reconnecte avec les prairies à fond, la caisse. Déconnectant se faisant d'un centre droit là, éventuel, mais ça, c'est le risque qu'il choisit de prendre. Sa stratégie est assez claire. Là. C'est de retourner aux fameux « et ce que tu aimeras probablement pas et moi non plus », mais de revenir vraiment à des slogans et des images claires. Là. Axe de taxe. Là, il appelle ça la taxe Carney, là, les véhicules électriques. Donc, on est vraiment
je pense qu'on va retourner là-dedans. Politiquement, ça reste quand même habile parce que je trouve qu'il ramène au moins la discussion dans le terrain libéral. C'est-à-dire que, tu sais, on vient s'attaquer à une politique libérale. Mais ne proposant jamais rien. Non, c'est sûr. C'est la stratégie d'une pure opposition. Oui, c'est-à-dire on n'a pas de programme vraiment. On en a un, mais on ne communique jamais. Puis il y en a un, puis les libéraux l'ont pas mal piqué. C'est ça, là. Tough on crime. Oui, là, c'est ça. C'est un des autres sujets dont je voudrais te parler, mais je pense qu'il ramène donc la discussion et la chaleur sur Pierre Poilievre en disant il y a des emplois de qualité qui seront perdus à cause de vous, notre économie, vous voulez laisser le pétrole dans le sol, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Ça met un petit peu de pression sur Mark Carney à voir si ça aura vraiment un effet. Moi, je penserais pas. L'autre sujet dont il a parlé dans les derniers jours, c'est les fameux, on n'en a pas parlé beaucoup dans l'actualité québécoise, je suis allée voir l'actualité plus dans le rock, là, dans le reste du Canada, mais les fameux tarifs de la Chine sur le canola, on tarife à hauteur de 76 % le canola canadien. La Chine achète pour à peu près 5 milliards de canola canadien normalement par année. C'est un contre-tarif. Tout à fait, c'est un contre-tarif. Pourquoi? Pour les véhicules électriques. Juste comme je veux dire. Hein? Fait que l'incohérence de Poilievre là-dessus est assez effarante quand même. C'est vrai. Moi, fine, défendons les producteurs de canola. Enlevons le tarif sur les véhicules électriques chinois. Vous savez quoi? Tout le monde va avoir un char électrique parce que ça va coûter 22 000 acheter un char électrique. C'est ça. Donc là, franchement, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, petit Pierre. C'est sûr que quand j'écoutais ce matin, notamment quelqu'un de l'IADM ce matin à la radio qui disait, tu sais, il n'y a plus d'appétit pour les véhicules électriques. Bon. Je trouve que c'est un peu facile. Ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'appétit. Il n'y a plus de subventions, ce qu'il y avait. Là, il n'y en a plus, ou presque plus. Et il s'en vend quand même. Là, il s'en vend quand même. La croissance, les gens, ils ont moins d'argent. Comme tu dis, l'offre des véhicules électriques, ça reste maintenant de plus en plus, surtout parce qu'il n'y a plus de subventions, ça reste accessible à une strate de la population qui est nantie, qui en a déjà peut-être un peu beaucoup acheté, alors que s'il y avait... Il y a des Tesla à 20 000 sur AutoTrader, juste comme pour ceux et celles qui en doutent. Là. Pour amener de l'eau moulin à ce que tu dis, je pense que s'il y avait des véhicules chinois électriques à 15 000 disponibles, neufs, là, probablement que les gens y en achèteraient. C'est sûr que les gens en achèteraient. Puis là, on a vu d'ailleurs, je pense que c'est toi qui me parlais de ça, Fred, le Ford, quand même une compagnie américaine, là, Alléluia, il y en a un des trois qui a enfin vu un peu la lumière, mais qui ont annoncé qu'ils lançaient, là, ils investissaient 5 milliards de dollars. Et leur stratégie, c'est des petits pick-up avec des petites batteries. Donc, l'idée, c'est de passer de... c'est que les gens dans les milieux ruraux aussi, 150 à 70-80 000 à éventuellement un pick-up utilitaire électrique à 40 000 à 35 000. Puis là, canadien. Là, parce que je comprends quelqu'un qui travaille dans un milieu rural, dans un milieu agricole, qui à tous les jours doit faire 50 km pour aller à la job, qui se dit, là, moi, c'est pas tant adapté à ma réalité, dans le fond. Fait qu'il y a une offre comme ça, pour moi, ça répond à un besoin. Puis c'est pas vrai que d'être pro-véhicule électrique, c'est d'être de la gauche woke. C'est pas ça. Il faut arrêter cet amalgame-là. Mais donc, sur le canola... sur le canola, ça reste quand même... L'impact sur l'économie canadienne, ça reste 43 milliards de dollars. C'est 200 000 emplois qui dépendent de cette industrie-là. Donc, ça reste majeur. Et Pierre Poilievre, donc, le sait très bien. Ça va rester une faiblesse pour le gouvernement libéral. Il va porter flanc à cette situation-là. À voir comment Mark Carney va réagir, là, parce qu'il ne peut pas combattre sur tous les fronts des tarifs avec la Chine, des tarifs avec les Américains. À un moment donné, there's so much you can do en bon français. Savais-tu que canola, c'était en fait un acronyme? Non. C'était Canadian Oil Low Acid et c'est devenu canola en fait. Mais le canola, c'est en référence à une exploitation vraiment canadienne, en fait, une transformation. Puis ailleurs dans le monde, on appelle ça du canola. On appelle ça maintenant du canola, mais c'est venu en fait d'une culture précisément canadienne qui était faible en acide. Non, mais j'ai lu ça dans le journal ce matin. On en apprend des bonnes. Je trouvais ça fou que... Merci. Sinon, et dernier enjeu dont je vais te parler, sécurité et immigration. Sécurité et immigration, parce qu'il y a une montée de la criminalité dans plusieurs grands centres urbains, surtout au Canada, incluant Montréal. À Toronto, c'est vraiment un enjeu majeur. On aurait même pu penser que les libéraux allaient perdre plus de sièges dans le GTA, là, la fameuse région de Toronto, sur cet enjeu-là. Fait que je m'attends à ce que les conservateurs prennent à bras-le-corps l'enjeu de la sécurité, mais également celui de l'immigration, parce que c'est quand même un petit lien assez facile à faire, notamment dans la foulée du jugement qui a été rendu la semaine dernière et qui a été hautement médiatisé, où on a réduit la peine donc d'une personne qui était issue de l'immigration
Non, une personne de race noire, mais canadienne. Mais il y a quand même tout cet amalgame-là qui se fait en ce moment. La conservatrice Michelle Rempel a parlé aussi de peines qui sont parfois allégées par les tribunaux pour des personnes immigrantes, parce qu'on sait que si tu es une personne non citoyenne et que tu as une peine de plus de 6 mois, ça se peut que tu puisses être déporté, en fait. Donc, il y a des juges qui tiendraient ça en compte. Il y a des experts qui disent que c'est pas vrai, mais quand même, elle a lancé ça dans l'espace public. Puis je veux finir là-dessus, mais j'ai eu ma petite prise de bec avec Fred hier, d'ailleurs, puis on a eu toutes sortes de réactions à ça. Mais en tout cas, je sens quand même un Pierre Poilievre qui n'a pas aucunement l'intention de rehausser le niveau du débat. C'est-à-dire qu'on revient sur les slogans, la critique, aucune proposition. Puis encore une fois, c'est une stratégie. Là. Je dis pas que c'est un imbécile pour autant, mais c'est une stratégie de communication qui consiste à n'apporter rien vraiment de positif comme vision d'avenir. C'est « je ne veux pas ça ». Je veux casser du sucre sur deux immigrants. C'est vraiment défaire ce que les libéraux font. Oui, mais si on prend un pas de recul, Pierre Poilievre, s'il n'y avait pas le contexte de la guerre tarifaire avec les États-Unis, ce qu'il a fait dans les dernières années, ça a bien fonctionné. Il aurait été élu premier ministre. Je suis pas mal sûre. Mettons, là, on va faire ça. Je lance ça dans l'univers. S'il n'y avait pas le contexte tarifaire et tout ce qui a bousculé ensuite, il y a des très bonnes chances qu'il aurait été élu premier ministre, même face à Mark Carney. Parce que ça a fonctionné. Ça a fonctionné, là, sa stratégie de communication dont tu parles, ça a fonctionné, ça a parlé à bien du monde, surtout dans un contexte où Justin Trudeau était tanné de lui, là aussi. Là, il y a ça qu'il ne faut pas négliger. Mais donc, j'ai l'impression qu'il se dit, je vais revenir à ça parce que ça a marché. Les gens, ils m'ont entendu, ils m'ont écouté. J'ai failli être premier ministre. Qui sait la prochaine fois? Puis, rapidement, puis ça trouve quand même écho dans la population. Là. Je pense entre autres là, à des commentaires qu'on reçoit, notamment Stéphane qui dit c'est pas normal de donner des subventions à ceux qui veulent des véhicules électriques. Il dit t'en veux un, paye-le. Puis sinon, de la même manière, là, Mathieu qui dit si t'es pas capable d'acheter un char électrique sans que ce soit nous qui le finançons, achète-en pas. J'inviterais ces auditeurs-là juste à examiner les subventions qu'on a données au secteur pétrolier depuis genre 75 ans, puis comme qu'il y ait des dizaines de milliards de dollars, puis les passes droits, puis Trans Mountain, puis je veux dire, franchement, de faire du violon pour une coupe de 1000 piastres qu'on donne à des chars électriques, je trouve ça un peu fort. Là. Il n'y a aucune industrie au monde qui a été autant subventionnée que l'industrie. On a fait la guerre en Irak pour du pétrole. Là. Je veux dire, comme give me a break, là, les subventions sur les autos électriques. Ça, c'est comme je te disais, n'aie pas d'enfant si t'es pas capable de payer le plein tarif de la garderie. Arrêtons de subventionner des CPE pour que ça coûte 10 piastres par jour. T'sais, ça marche pas, cet argument-là, pour moi non plus. Je comprends. Au niveau des consommateurs, peut-être que tu sens un peu la différence. Je comprends. Mais dans l'ensemble, c'est pas la seule industrie qui est subventionnée. C'est le paradoxe. Ça revient à la question, est-ce qu'on enlève les subventions, mais on enlève aussi les tarifs sur ceux qui viennent à Outre-mer? À la limite, fine. Voilà, parfait. Le problème, c'est notre économie, par exemple, parce qu'il y a plusieurs personnes en Ontario qui se retrouveraient probablement sans emploi du jour au lendemain. Mais dans cette vision libertarienne de l'économie, à quoi bon protéger les quelques dizaines de milliers d'emplois au sud de l'Ontario? Libéralisons tous les marchés, faisons venir des véhicules électriques. Moi, là-dessus, fine, OK, on enlève toutes les règles, mais ultimement, je pense pas que ça fait un tissu social, malheureusement, très fort. Puis là, pour l'instant, pour finir là-dessus, moi, j'en ai parlé avec quelques amis qui sont spécialisés dans le domaine agroalimentaire. On a vraiment... Pour garder des jobs dans le sud de l'Ontario, on va carrément appauvrir, voire mettre en faillite quand même plusieurs milliers d'agriculteurs, là, parce que c'est pas juste l'huile de canola, là, il y a plusieurs autres produits qui ont été visés par les Chinois. Puis ça, c'est des fermes, c'est l'occupation du territoire. Fait que pour une gang d'Ontariens dans le char à gaz, on va tuer une partie de notre économie agricole. Fait que faites les choix que vous voulez, mais moi, je serais plutôt favorable à ce qu'on emmène des dizaines de milliers de chars électriques chinois à... Comment tu disais? 15-20 000. Moi, je veux conduire un go-kart sur l'autoroute 10. C'est ça mon rêve. Tu peux t'acheter une Mini si tu veux, Fred Bastien. Bref, toujours un plaisir. Stéphanie Touga, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, dernière semaine ensemble. Dernière semaine de l'été. De l'été, j'ai envie de dire, parce que Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'on a de grandes chroniques à faire, toi et moi, dans les 25 prochaines années. Wow. On est encore jeunes. Merci à tous et à toutes.